Bonsoir. On dit de la République démocratique du Congo qu'elle est un scandale géologique. On oublie de dire qu'elle est aussi scandale en biodiversité. Aujourd'hui, le monde est caractérisé par l'économie du climat qui fait des richesses de ce pays aussi découlant de la nature. Chez nous, nous avons presque tout, mais nous n'exploitons pas suffisamment ce que Dame Nature a doté à cette grande république. Aujourd'hui, on va sortir du carcan politique pour parler des opportunités dans ces secteurs du climat qui génèrent des millions, des milliards, alors que les Congolais, eux, se tournent encore vers le minerai des sous-sols. Et c'est pour cela que nous avons invité aujourd'hui l'experte en la matière et les diplomates, Madame Stéphanie Mbombo, que je demande de me rejoindre sur ce plateau. Venez. Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue. Merci. Je suis très content parce que ce soir, nous allons parler technique. Nous allons parler économie avec vous. Vous allez bien? Ça va très bien et toi-même? Voilà, je vous vois pimpante, etc. Toujours. Et nous allons essayer de parler économie parce que c'est un domaine que vous maîtrisez beaucoup. Absolument. D'accord. Voilà, je vous offre ce fauteuil avec cette question, la première. Il y a la République démocratique du Congo. Vous, on vous connaît, on va essayer de voir ça dans ce secteur, comme étant une diplomate qui a évolué pendant plusieurs années pour comprendre comment fonctionne la géostratégie. Vous avez été il n'y a pas longtemps l'envoyé spécial, le chef de l'État, en matière de cette nouvelle économie du climat. Dans quel état d'esprit aujourd'hui nous sommes, nous, RDC, dans le contexte notamment sous-régional et mondial? Merci beaucoup. Je vois que la nouvelle économie du climat, c'est un nouveau concept par rapport aux engagements que les pays du Nord nous ont promis jusqu'ici, qui n'ont jamais promis, notamment le fameux 100 milliards de dollars qu'on n'a jamais reçu. La nouvelle économie du climat, c'est un nouveau concept qui vient pour créer un partenariat gagnant-gagnant en s'appuyant sur les leviers de l'économie du climat qui est le marché carbone, le crédit carbone. Ici, au niveau régional et particulièrement en RDC, nous sommes plus focalisés sur le crédit carbone au domaine de la gouvernance forestière. C'est-à-dire nous réclamons parce que nos forêts sont le poumon du monde. Le bassin du Congo, par exemple, vient même avant l'Amazonie, parce que l'Amazonie émet encore de CO2. Mais ici, au niveau du bassin du Congo, nous n'émettons pas, nous faisons qu'absorber. C'est nous qui captons. Nous captons plus que l'Amazonie aujourd'hui. Pourquoi? Parce que nos forêts sont encore vierges et nous n'avons pas cette culture de soja à l'intense, les minerais, les mines, exploitation illégale des mines dans les forêts comme l'Amazonie l'est pour l'instant. Donc nous sommes donc nos forêts sont encore vierges. Les forêts sont encore vierges. Donc on exploite les matières fossiles qui sont comme le pétrole. Absolument. Oui. Et nos tourbières, par exemple, qui s'étendent sur 110 000 km². 110 000 km. 110 000 km². Nos tourbières sont régorgées dans 5 provinces. Et ces tourbières existent depuis plus de 10 000 ans. Pour avoir une tourbière, il faut plus de 10 000 années. 10 000 ans. 10 000 ans. Ce sont vraiment des domaines qui captent plus le CO2. Nous avons plus de 30 gigas CO2 dans les tourbières en tant que stockage, qui sont stockés, mais aussi qui captent en même temps. Donc, par exemple, l'exemple de l'Indonésie. L'Indonésie a brûlé ses tourbières pour faire l'agriculture. Aujourd'hui, Jakarta voudrait changer maintenant la capitale pour quitter Jakarta pour changer la capitale ailleurs. Donc, les tourbières jouent un rôle important au niveau mondial, le poumon du monde en RDC. Mais nous avons remarqué une chose, en fait, avec la nouvelle économie du climat, c'est que ces fonds-là dont nous méritons, nous ne les avons pas parce que l'homme blanc, les partenaires du Nord, trouvent que nous n'avons fait aucun effort pour avoir ces forêts. Nous sommes nés ici. Nous n'avons fait aucun effort. Nous n'avons fait aucun effort. L'effort existe. L'effort existe depuis. Donc, mais c'est chez nous. Oui, mais nos ancêtres les ont trouvés. Nos ancêtres ont trouvé ces forêts. Donc, l'économie du climat, le domaine forestier devient de moins en moins productif. Mais dans le domaine plus important qui produit maintenant et qui est en vogue et qui définit même les marchés carbone, les marchés régulés de crédit carbone qu'il y a aux États-Unis, en Europe et en Chine,
par exemple, c'est en fait le marché carbone de l'évitement, des domaines de projets non RED, des projets non forestiers. Donc, et c'est ce domaine-là qui est en boom et qui représente le 1% de l'économie mondiale. Aujourd'hui, madame, on va faire un peu de pédagogie. Parce que beaucoup de ceux qui nous suivent, souvent les COP, c'est-à-dire ces grands séminaires, ces grandes conférences qu'on organise pour parler du climat, parler de marché du carbone et tout ça, des crédits carbone, mais dont personne n'aura, sont ceux qui comprennent bien CC. J'aimerais qu'on regarde ensemble l'élément qu'on a travaillé ici à Télé 50 pour expliquer d'abord c'est quoi cette nouvelle économie du climat. Vous êtes l'une des grandes spécialistes de notre pays. D'ailleurs, dans la sous-région, on vous redoute beaucoup. Et on revient tout à l'heure pour des séquences d'explications pour voir vers où on doit tendre et quelles sont les réformes que le pays peut mener pour qu'on puisse bénéficier de tout cela. Absolument. Problématique du climat, la République démocratique du Congo est-elle une solution pour le monde? La réponse est affirmative au regard de son potentiel en biodiversité, bassins et eau douce. La RDC est le deuxième plus grand pays africain du point de vue de la superficie territoriale, juste derrière l'Algérie. Mais le pays de Lumumba contient à lui seul 52% des eaux de surface de toute l'Afrique, grâce notamment à son imposant fleuve Congo, long d'environ 4320 km, avec un débit régulier et puissant de 40 000 m3 par jour, des lacs et des rivières. Une abondance en eau qui malheureusement contraste nettement avec l'approvisionnement effectif estimé depuis l'an 2000 à seulement 7000 m3 par habitant par an, alors que la quantité d'eau disponible devait être de 19 000 m3 par individu sur la période d'une année. L'utilisation de l'eau en RDC est par habitant considérablement plus faible que celle de plusieurs pays arides du Sahel, faisant face à un problème de pénurie physique d'eau. Les bassins environnant le fleuve Congo contient la plus grande forêt tropicale humide du monde, près de 160 millions d'hectares. Le bassin du Congo abrite lui-même 70% de couverture végétale du continent africain et constitue une grande partie de la biodiversité de l'Afrique. Avec plus de 600 espèces d'arbres et 10 000 espèces animales, 5 des parcs nationaux du pays sont inscrits sur la liste du patrimoine mondial. Il pleut toute l'année en RDC grâce à l'intermittence des saisons entre la partie nord et sud située par rapport à l'équateur. Les sous-sols de la RDC contient quasiment tous les minéraux stratégiques, y compris l'or noir, encore non exploité. Pays solution au changement climatique, oui, mais que gagne réellement la République démocratique du Congo en jouant ses rôles clés de régulateur ou mieux réparateur des dégâts causés dans l'atmosphère par les puissances économiques, désormais pays pollueurs. En effet, riche de ses ressources naturelles, la RDC joue un rôle important dans la lutte contre les changements climatiques. Rien que par ses forêts, le Congo-Kinshasa peut facilement générer une valeur nette estimée entre 223 milliards et 400 milliards de dollars par an grâce au carbone stocké et aux services écosystémiques. Le monde a les yeux rivés sur la République démocratique du Congo. Les faits et gestes de ses dirigeants sur l'exploitation de ses ressources naturelles sont suivis de près et certains projets parfois abandonnés pour des raisons inavouées. Les derniers cas en date, c'est le lancement des appels d'offres pour l'exploitation des blocs pétroliers, aujourd'hui oubliés. Malgré sa participation aux multiples réunions et conférences sur le climat à travers le monde, la RDC a toujours du mal à obtenir gain de cause, contrairement à l'Afrique du Sud, le Brésil ou encore l'Indonésie. La nouvelle économie du climat, l'économie verte, les fonds bleus restent, selon l'homme de la rue, des concepts creux qui n'apportent visiblement rien au pays et que Stéphanie Mbombo, experte en économie verte, va devoir expliquer à Jean-Marie Kassamba dans GMK Today. Il n'y a pas mieux que vous pour nous expliquer un peu tout cela. Parce que quand on suit ça, Oui. Personnellement, je suis scandalisé, choqué. Et avec moi, tous ceux qui nous suivent, parce qu'on dit, mais au-delà des mines, au-delà de vastes plaines que nous avons pour l'agriculture, des forêts, on a ça. Oui. Mais on est pauvre. On a à peine, allez, 10 milliards de budget.
Alors que ce marché de crédit carbone génère des milliards, alors que nos tourbières peuvent nous générer suffisamment. Expliquez-nous un peu tout. Est-ce qu'on nous bluffe, on nous ment, ou le blanc nous prenne pour le moins que rien? Je ne pense pas qu'on nous ment, ça dépend de notre agressivité, de comment nous nous organisons sur terrain, comment nous négocions avec eux, les partenaires, et comment nous restructurons notre loi au niveau local. Tu vois que notre loi d'environnement a beaucoup de lacunes, et au niveau des lacunes juridiques, par exemple, tous les domaines de l'économie du climat d'évitement, comme l'énergie renouvelable, comme les recyclages, comme tout ce qui est transformation. Il y a plein de compagnies en RDC qui font des transformations, les recyclages des huiles là-bas dans les mines, les recyclages de pneus dans les mines qui vont commencer, les recyclages de plastique et tout ça sont des domaines d'évitement qui peuvent générer plus encore de milliards en crédit carbone, même en dépassant les forêts. Est-ce qu'on a déjà formalisé ça? Par exemple, toutes les sociétés minières qui sont chez nous, lorsqu'ils recyclent les huiles usées, les pneus, tout ce n'est pas structuré. Non, c'est un domaine qui n'est pas encore structuré. C'est vrai qu'il y a la part de responsabilité des partenaires qui bloquent en termes de financement, mais il y a aussi notre propre part à mener des réformes structurelles au niveau des infrastructures qui va permettre à ces marchés de développer, comme le marché du crédit carbone. Il faut créer la bourse de crédit carbone, il faut créer la base de données, parce que c'est un produit de commerce extérieur, le crédit carbone. C'est un produit qui est virtuel. Mais si nous ne créons pas de bourse ici, si nous ne créons pas les registres de carbone en RDC, nous allons manquer une étape. Les compagnies sérieuses qui achètent du crédit carbone sont des compagnies qui sont cotées en bourse, sont des compagnies qui font attention à leurs mesures, à leur compliance, comme on dit en anglais. Donc quand ils viennent ici, ils doivent se rassurer que nous avons de lois qui leur permettent de pénétrer le marché facilement et ces marchés doivent être transparents et de haute intégrité. Ce qui n'est pas encore le cas, c'est qu'on doit faire des efforts là-dessus. Ça, c'était le challenge que moi j'ai vécu en tant qu'envoyé spécial quand je négociais avec nos partenaires dans des fonds. Comment ça se passe? Parce qu'il faut que les gens comprennent un tout petit peu. Vous avez été l'envoyé spécial du chef de l'État en cette matière. Quand vous rencontrez les partenaires au niveau international, ils vous disent quoi? Sur le plan des réformes chez nous, de notre législation, est-ce que nous avons des dispositifs juridiques qui garantissent un peu tout ça, qui permettent d'accéder à ça? Nous avons eu beaucoup de lacunes jusqu'il y a un an seulement, parlant que de marché carbone, où nous avons modifié l'ordonnance loi. Nous avons promis, le président a pris l'ordonnance loi pour essayer de modifier ou compléter la loi sur l'environnement. Mais déjà dans cette loi, il manquait en fait les mesures de mise en œuvre, les mesures d'application de cette loi, qui n'ont pas encore discuté, qui n'ont pas encore été discutées au niveau des experts, au niveau des commissions du gouvernement, pour que nous puissions avoir des mesures d'application au niveau local. Donc il y a vraiment une sorte de vide juridique. Parce qu'on sait que le marché, là, il y a de l'argent à prendre. Alors à chaque fois, les partenaires disaient, vous devez créer un marché carbone de haute intégrité et transparent pour que nos compagnies viennent acheter crédit carbone chez vous. Qu'est-ce que ça veut dire? Moi, j'ai eu, par exemple, à l'époque, mon homologue français et américain, John Kerry, et Mme Monique, qui était l'envoyé spécial du président. John Kerry, l'ancien vice-président américain. Oui, le président Macron. Nous avons discuté en long. Nous avons discuté en long et en large sur les marchés carbone. Nous avons besoin de ces fonds. Ils savent qu'ils sont conscients qu'ils doivent nous payer ces fonds, mais ils veulent trouver un marché transparent, organisé. Et ce qui n'est pas encore le cas. Nous avons une seule compagnie qui est... par exemple, sur le même plateau, avec John Kerry. Non, ça, c'est avec le... Il y avait son envoyé spécial. L'ambassadeur de Macron pour le climat qui était là. Oui. Et le numéro 2 de Bezos Air Fund, qui le fonds Bezos, des multimilliardaires, qui ont appuyé, qui nous ont financé pour créer l'Institut de la nouvelle économie du climat. Donc Bezos voulait nous financer pour... Bezos nous a financé pour créer en RDC l'Institut de bassin du Congo pour la nouvelle économie du climat. Alors cet institut-là, c'est ça l'institut qui va commencer à nous aider pour des réformes au niveau local, pour une vision globale et cohérente de la nouvelle économie du climat. Parce que la nouvelle économie du climat est un domaine qui est transversal. L'environnement en fait partie. Les infrastructures, le transport, l'agriculture, tout ça fait partie de la nouvelle économie du climat que nous devons avoir une politique cohérente. Et c'est ce qui manque. Et c'est ça le marché régulé. Si nous créons si nous régulons le marché carbone, nous aurons la facilité de pénétrer, d'accéder à la fongibilité avec les marchés carbone européens, le marché carbone américain et asiatique, où la tonne carbone est vendue à $100 la tonne.
Ici, la nous tonne sommes à $100. Et nous, c'est des milliards de tonnes que nous avons. Tonnes, mais nous avons une compagnie ERA qui est dans le Mayendumbe qui évolue, qui est un exemple de carbone, de succès en crédit carbone non qui nous appartient ou qui appartient aux étrangers? C'est une compagnie américaine, mais compagnie américaine. Cette compagnie a souffert pendant 1 an. Ils avaient plus de $100 millions qui traînaient en l'air parce qu'il y avait il y avait toute une incohérence d'approche entre le ministère de l'Environnement, le ministère des Finances à l'époque avec Nicolas Kazadi et la DGDA. Parce qu'eux voulaient que toutes les recettes qu'on paye pour le crédit carbone aillent directement au trésor public. Alors que pour la différence, la subtilité de crédit carbone, c'est que ça doit d'abord profiter à la communauté locale. Il faut d'abord qu'il y ait un pourcentage qui rentre à la communauté, qui construit les villes, les villages autour des forêts. Parce que si on ne le développe pas, ils vont continuer à entrer dans les forêts et casser. Voilà, ils vont continuer à couper les arbres pour avoir l'énergie, à couper les arbres pour avoir des maisons, pour avoir des routes, alors que nous devons d'abord le développer et puis après développer maintenant le crédit carbone. Donc c'est un marché où on n'a pas compris jusqu'à encore à 1 an comment est-ce qu'on devait structurer, comment est-ce qu'on devait rendre ça plus transparent pour attirer plus de barres dans le crédit carbone. Mais ça, on est dans le domaine forestier. Maintenant, là, il y a eu, je crois, un arrêté interministériel de partage de bénéfices entre les différentes institutions impliquées dans le marché carbone. Et encore une fois, il y a partage de bénéfices, mais que font ces projets? La commune R a vendu $140 millions de marché carbone pour l'année 2022. Nous, on a qu'on a perçu. Non, il a vendu en RDC, donc il a payé à l'État congolais. 50 millions de dollars. 50 millions. Oui, qui était divisé, la province a un pourcentage, il y a la communauté, il y a aussi le trésor public qui prend. Mais on devait on devait canaliser ces fonds vers un fonds climat qui va surtout régénérer encore des projets carbone comme dans le recyclage, financer le start-up de domaine de développement pour générer encore plus de crédit carbone, réparer les routes, lutter contre l'impact changement climatique. Comme on a à l'est des éboulements de terre, nous avons ici des érosions et la montée des eaux. Tout ça, ces fonds-là devaient être canalisés uniquement pour faire ce domaine. Donc, 140 millions. Tout ça dépend de la structuration et de réformes qu'on doit mener au niveau local. Voilà pourquoi en sortant, nous avons proposé au chef de l'État de créer le fonds pour l'économie du climat qui va canaliser le fonds de crédit carbone pour que nous puissions, à travers ces fonds, refinancer des projets qui génèrent le crédit carbone, que ce soit dans le domaine forestier, de gouvernance forestière, ou des domaines d'évitement, des domaines de transition écologique, transition énergétique. Est-ce que vous savez que même le barrage de Katende ne devait pas être conçu, commencer à développer sans avoir l'aspect carbone? Parce que ces barrages-là, c'est un barrage qui est un barrage naturel au Kasaï. C'est un barrage qui est un barrage naturel, donc elle évite de polluer. Si jamais les habitants de Kasaï utilisaient le groupe électrogène, parce que dans chaque maison, au Kasaï, presque il y a un petit groupe électrogène. Presque tout le monde, parce qu'il n'y a pas de courant. Qui pollue la nature. Alors maintenant, on va mettre un barrage. Les barrages, on devait calculer le nombre de CO2 qu'on a évité de polluer en mettant en place le barrage, lever les fonds par rapport à ça. Capitaliser sur voilà, lever les fonds sur notre barrage. C'est ça la nouvelle économie du climat. Vous avez le barrage, vous allez vendre l'électricité et en plus, vous générez le crédit carbone qui est comme moi j'appelle souvent la cerise sur le top de cake. Le cake, c'est le budget de l'État. C'est que nous avons déjà de façon traditionnelle. Mais le marché carbone vient en plus. C'est une manne que vous n'attendez pas parce que vous êtes comporté de telle façon à régénérer cette manne. Et nous n'arrivons pas à les capter, mais les pays de l'Est, Afrique, les captent déjà. Vous avez donc les pays comme le Rwanda, le Kenya. Les pays comme le Rwanda, les pays comme, surtout le Kenya, les pays comme la Tanzanie. Le jeune lève l'argent, le fonds dans des marchés carbone comme off-take agreement de leur business plan qui vont être des business nouvelle économie du climat, transition écologique, cuisson propre. Il y a déjà les fonds à l'avance, ils ont un plan. Comme nous, on voulait fabriquer des chaises, vous allez lever dans des banques de l'argent pour commencer l'usine. Et aussi, ils lèvent la même chose. Ils lèvent les fonds climat, des fonds verts pour essayer de financer leur business. Mais nous ratons encore parce que nous ne sommes pas structurés. Et en plus de ça, on n'a pas encore vraiment mis en place
des mesures incitatives pour que nos compagnies ici au niveau de la RDC, de Kinshasa, puissent bénéficier des marchés carbone. On n'a pas mis des initiatives pour que nous puissions changer, transiter notre façon c'est-à-dire qu'on continue à polluer sans une certaine discipline dans la manière de travailler. Voilà, absolument. Donc, surtout pour le secteur de mine, le secteur de la braise. La braise, par exemple, c'est une catastrophe naturelle. 90% de la population congolaise pour faire la braise. Cuisine avec la braise. Oui. Alors que la braise, ça nous coûte 500 000 hectares de forêt, de déforestation de forêt par an. C'est énorme. Aujourd'hui, on parle de 62%. Donc, selon vous, on devait arrêter de couper les arbres pour faire la braise? On devait arrêter de couper les arbres. Et il y a des compensations pour ça? Bien sûr. On doit plutôt financer les projets à cuisson propre, les projets comme les foyers améliorés et des réchauds à induction. Est-ce que vous savez qu'un réchaud à induction évite de polluer 3 tonnes de CO2? Un seul réchaud que vous mettez, que vous achetez vous dans votre maison pour cuire, vous évitez de polluer, vous évitez 3 tonnes de CO2 de pollution. Alors si nous produisons les unes des réchauds à induction ici au Congo et nous vendons 10 millions de réchauds à induction, nous avons évité de polluer 30 millions de CO2. Et si vous le convertissez en crédit carbone, même à 10 ou 20 dollars, donc il y a de l'argent en plus qui arrive. Oui, vous avez 600 millions de dollars. Rien que sur le réchaud. Rien que sur le réchaud, avec l'usine qui aura coûté entre 5 et 10 millions de dollars pour mettre en place. Donc c'est une manne, mais nous devons nous organiser pour ça. Et aujourd'hui, quand je parle que nos partenaires n'ont plus confiance en nous au niveau, ne sont plus chauds à nous compenser par rapport à nos forêts, mais ils sont vraiment prêts à financer et à donc compenser cet argent existe, c'est nous qui ne montons pas les business plans nécessaires pour capter cet argent. Voilà, nous devons les capter, nous devons à travers nos barrages. J'avais vu en son temps Mme Sani Moubenga, je lui ai dit, vous pouvez me faire tout le projet d'énergie renouvelable que nous avons à travers la RDC. Et pour que nous puissions étudier combien en CO2 nous avons évité de polluer en faisant la promotion de ces projets énergétiques. Par rapport à ça, on peut lever les fonds, même Inga, on peut lever les fonds carbone pour Inga. Si les pays se coordonnent, se structurent, nous nous mettons ensemble avec les compagnies, les pays qui ont besoin de sociétés comme l'Afrique du Sud, comme d'autres pays en Afrique qui ont besoin de Inga, et même l'Europe qui a besoin de l'hydrogène de Inga aujourd'hui. Mais si nous pouvons nous structurer, nous pouvons lever les fonds de l'énergie renouvelable à travers Inga pour relancer Inga. Alors, donc il y a tellement de choses qu'on peut faire, mais nous avons besoin de restructurer notre domaine, et c'est là à chaque portefeuille de l'État. Les infrastructures. Les infrastructures aujourd'hui doivent être ventures qui résistent à l'impact du changement climatique. Et le ministère des Transports, on doit privilégier le train. Intéressant que j'ai parlé aussi avec le DG de la SNCC à l'époque, on devait travailler pour savoir quels sont les projets de train qu'ils ont dès maintenant, qu'ils ont mis en place, combien de fonds ils ont, qu'est-ce qui leur manque, et une étude de pollution qu'ils peuvent publier par rapport à ça, qu'on lève les fonds verts et financer la SNCC. Parce que la SNCC évite de polluer. Je vous donne un exemple. Un train peut transporter, je crois, l'équivalent de 500 camions de tonnes de cuivre. Alors imaginez combien un camion pollue, et 500 va polluer combien sur la route. Et si un train prend tous ces camions, il évite de polluer énormément et qu'on peut récupérer en tant qu'État pour dire voilà, nous devons lever le fonds. Nous est payé automatiquement. Automatiquement, nous devons lever le fonds là-dessus. Nous avons évité de polluer. Et c'est comme ça que les marchés régulés au niveau de l'Europe se passent. Et maintenant, le Brésil, quand nous étions à Belém, chef de l'État, le Brésil nous ont dit qu'ils sont en train de faire les marchés, réguler leur marché carbone. Et pour le fermer, s'organiser le plus. Parce qu'ils ont compris que l'avenir du marché carbone, c'est le projet non RED, le projet non forestier. Ça, il donnera beaucoup plus d'argent. Parce que là, l'homme blanc s'est dit, OK, ils font les efforts autant que moi. Ils évitent de polluer autant que moi, alors nous allons acheter des crédits carbone dans ces pays. Alors, laissez-moi, je vais jouer en tout cas l'élève qui doit apprendre aujourd'hui dans cette matière, parce que ceux qui nous suivent chez nous se posent juste cette question. Le bassin du fleuve Congo, dont on parle énormément. Le président, tous les présidents d'ailleurs qui sont arrivés à la tête de ces pays parlent toujours de l'État-solution. Nous sommes la solution au monde par rapport à ce que nous avons, y compris dans ces bassins du Congo. Mais ce bassin du Congo, c'est le Gabon, Congo-Brazzaville,
nous, un peu l'Angola. Hein, oui, il y a l'Angola et la Tanzanie. Ben, en fait, il y a d'abord le pays qui c'est quoi ce bassin du Congo? Ça représente quoi? Qui partage le bassin du Congo, mais il y a tous les pays forestiers. L'Union africaine a divisé le continent en 3 parties. Il y a les pays du Sahel, c'est-à-dire où il y a les pays désertiques qui souffrent de désert. Tout ça, il y a le pays insulaire, les îles qui sont prêtes à disparaître, comme les îles Maurice et tout ça. Oui. Et il y a les pays de bassin. Tous les pays qui ont les forêts, nous sommes à 17, y compris le Rwanda, la Tanzanie, l'Angola, le Kenya, et tout, le Burundi. Voilà, il y a tout ça, c'est le pays du bassin. Ça fait partie des pays des bassins, ça fait partie des pays forestiers, des pays qui ont des forêts. Des pays qui partagent les forêts avec nous. Et ce sont ces pays-là qu'on appelle les pays des bassins du Congo parce qu'ils absorbent en fait le CO2. Et en la matière, pour avoir une initiative régionale, en la matière, pour capitaliser nos bassins, nous devons d'abord nous battre pour avoir un prix raisonnable au sein des pays des bassins du Congo. Parce que le marché carbone dans le domaine forestier, elle existe plus dans le domaine volontaire, les marchés volontaires, pas les marchés régulés. Le marché régulé, ça peut être le marché d'État à État, le marché de souveraineté. La Chine, par exemple, comme est allée vers le sommet entre Chine et Afrique, nous pouvons imposer à la Chine, qui est le plus grand pollueur mondial, d'acheter le crédit carbone de souveraineté avec les États africains. Nous devons aller en groupe pour peser. Nous devons aller ensemble. Après le président de la République, nous avons initié à New York la campagne de Fair Price, comme en anglais, le prix équitable du crédit carbone. Nous devons avoir un prix équitable et un prix plancher, en dessous duquel on ne peut pas descendre. Mais il faudrait que tous les pays de bassin se mettent d'accord là-dessus. Mais si ça marchait, parce que le président Sassou avait répondu présent à l'événement à New York au septembre passé, pour venir parler le même langage que ce mot-là au Congolais, pour dire voilà, nous voulons avoir un prix plancher au sein du bassin du Congo pour que nous puissions profiter de plus de ce crédit carbone. Mais il faudrait aussi dire que, contrairement à nous, il y a le pays comme le Gabon, le Congo-Brazza, le climat est une mine d'or. Pourquoi? Parce qu'ils étaient toujours présents. À s'en sortir et à bénéficier de cela, alors que ce sont des petits pays. Oui, pourquoi? Mais ce sont des pays qui ont toujours été présents. Nous avons fait le régime passé du président Kabila et de bonnes choses, mais une des choses qu'ils ont vraiment négligées, c'était le domaine du climat. Pendant 18 ans, on était absent, pendant que le Congo-Brazza... Donc on participait pas. On participait pas. Le premier président congolais a été dans une des COP, c'est le président Tshisekedi, qui est notre président, qui est allé à la COP 26 à Glasgow. C'est la première fois qu'un pays congolais, donc c'est là-bas congolais, c'est ça, parce que nous n'avions pas donné l'importance. Et les autres pays prenaient le terrain. Les autres pays négocient mieux, parce que la négociation, même en diplomatie comme dans le climat, c'est une sorte d'habitude, de culture. Il faut connaître des gens. Moi, si je suis négocié 70 millions de dollars à la COP, qui est un fonds propre encore, 70 millions de dollars. 62 millions. 62 millions de dollars, qui est un vous nous avez ramené. d'un nouvel économie du climat, parce que depuis que j'étais assistant directeur comme chef de l'État, j'étais assistant de directeur comme chef de l'État, je m'occupais de l'environnement. J'avais des réunions avec des partenaires tout le temps. Je négociais avec eux, on discutait avec eux. Nous avons trouvé qu'il y avait un problème au niveau de la cohérence d'approche de nos partenaires ici localement. Chaque partenaire intervient de façon dispersée dans le domaine du climat. Nous avons remarqué le problème d'incohérence au niveau du gouvernement congolais. Chaque ministre va dans son côté. Quand on va dans des COP, chacun court comme il veut. Il n'y avait pas une politique commune. Vous vous retrouvez non. Nous avions... En commission, le pays du bassin, politique commune, communiqué commun. Non, nous avions manqué cette initiative-là. Parce que encore, c'était pas parce que c'est un domaine qui est nouveau. Alors les ministres veulent connaître comment ça se passe. C'est pour ça que, quand j'étais assistant de cabinet, nous avons fait une sorte de mission, de réunion de cohérence, d'approche avec tous les ministères qui venaient, tous les ministres qui venaient à la Palais de la Nation pour avoir une réunion de cohérence avant chaque COP, pouvant discuter qu'est-ce qu'on amène, qu'est-ce qu'on va négocier à Dubaï. Et pour négocier, il ne faut pas aller demander. Il faut savoir qu'est-ce que nous on a mis sur la table. Parce que nous, on a des choses. Qu'est-ce que nous mettons sur la table? Comment on les met sur la table? Il ne suffit pas de dire que non, j'ai des forêts, j'ai droit. Non. Quelles sont les réformes que vous avez menées? Quelle est la transparence qui se passe? Quels sont les domaines de l'État, dans chaque portefeuille de l'État? Quel est l'effort du climat que nous faisons? Au niveau du budget de l'État, quelle est la partie qui est réservée, un budget pour lutter contre les impacts du changement climatique? Comment est-ce qu'on structure notre pays? Et c'est alors qu'on va négocier sur la table. Quels sont les efforts qu'on fait au niveau de l'énergie, au niveau du recyclage, de l'assainissement, au niveau de la santé? Tout ça fait partie d'une politique commune de l'État qui va ramener maintenant pour négocier sur une table pour dire voilà,
à travers notre contribution nationale déterminée pour voir ce que nous faisons, faire ce que vous nous devez nous donner. Mais nous avions manqué ça pendant un temps. Au niveau du cabinet, nous avons institué ce genre de réunion entre nous, Congolais, avec les ministères concernés, et puis après, c'était avec le partenaire aussi. Parce que là aussi, nous jouons des tours. Le partenaire est content quand le RDC est mal organisé parce que lui, il garde son argent. Il n'a pas besoin de donner. Ce n'est pas des bons cœurs qu'on donne cet argent. Ce n'est pas eux qui nous proposent et puis qui disent voilà, on a ça en stock, voilà comment vous devez faire vos projets, et puis ils avaient investi cet argent avec. Depuis que nous négocions ce domaine du climat, de COP en COP, ça fait 20. Maintenant, on est à 29, qui aura lieu à Barkou au mois de novembre. Oui. On a 0 franc climat ici en RDC. Il y a 0 franc de souveraineté. C'est-à-dire le fonds que vous avez négocié, vous avez ramené à la Robank. Appelez la Robank, appelez le Equity, appelez la Banque centrale. Quels sont les fonds qu'on ramène chez nous qu'on peut utiliser en toute souveraineté? Donc ces fonds ne viennent pas chez nous? Non, c'est pas ça. Mais on fait souvent des promesses. On annonce 500 millions de dollars, le fonds de Africa Initiative, oui. CAFI. Oui. Mais ces fonds, pour qu'on nous donne, on est comme des petits enfants, on vient de négocier, le devoir, tu montres, tu as bien fait le devoir, tu n'en as pas, tu rentres. Là, pourquoi le chef de l'État a voulu changer ces donnes avec la question de la nouvelle économie du climat pour que nous puissions négocier des fonds, qui sont rapatriés ici et que nous utilisons ici avec eux de façon transparente. C'est ça l'idée. Normalement, à Dubaï, j'aurais pu lever 250 millions de dollars plus. Mais j'ai refusé. Non, j'ai refusé. J'ai dit, ces fonds, on les négociera uniquement si ils vont, je vais ramener ça chez moi à la maison. Les pays qui voudront les garder chez eux, ça sert à rien. Parce qu'ils font des grandes annonces. Ils font des grandes annonces et puis ils ne ramènent rien. Vous voyez que le climat était différent. C'était un fonds qu'on devait ramener ici. L'Institut devait se créer ici en RDC. Et c'est ça les choses que nous voulions changer pour nous respecter en tant que pays souverain. On ne peut pas lever des fonds en toute souveraineté et puis après ces fonds on n'utilise pas. Même les fonds bleus, les fameux fonds bleus. Oui. Avec Congo-Brazzaville. Oui. Nous n'avons jamais eu un seul projet de fonds bleus. Le fonds bleu n'est pas encore vraiment déclenché parce qu'il faut encore qu'on puisse, d'abord au niveau local, que tous les pays de la Comifac, de la région adoptent, légaliser ces fonds. Mais encore faut-il qu'on puisse maintenant créer des institutions qui nous permettra au niveau de la région d'exécuter ces fonds au niveau local. Tout est virtuel. Tout est encore virtuel en Afrique. Mais nous devons à un moment donné dire, nous Africains, non, ça suffit. Restructurons-nous, parce que nous pouvons avoir mieux. Alors, et les Européens ont compris. C'est au niveau des chefs d'État, c'est au niveau des ministères sectoriels, c'est au niveau des agences. Le domaine du climat, vu sa haute diplomatie, vu son importance au niveau mondial et au niveau local, c'est le niveau du chef d'État qui doit vraiment se créer. Donc ce sont des options qui doivent être développées par les chefs d'État. Au niveau des chefs d'État, quand on voit les envoyés spéciaux dans chaque pays, que nous avons négocié, nous sommes partis. Comme John Kerry, par exemple, comme John Kerry, on prend une grande figure, on les met en face du climat pour négocier, pour peser sur une négociation. L'envoyé spécial de Macron, pareil, Monique, une dame de fer. Ils étaient même à deux, il y avait l'envoyé spécial et l'ambassadeur sur le climat pour négocier avec vous. Ce ne sont pas des gens qui viennent juste pour se balader. Il faut connaître le domaine. Il faut prendre le temps de l'étudier. Il faut avoir le temps de familiariser avec les partenaires. Comme ça, vous êtes en train de le convaincre. Les négociations ne se font pas à Dubaï. Les négociations se font au niveau des Kinshasa. C'est pas à Dubaï, là où il y a les COP. Moi, j'ai levé 102 millions de dollars à Dubaï, mais je négocie depuis le mois de juillet. Je disais que je ne veux pas aller en novembre les mains vides. Je ne veux pas aller là-bas pour faire le tourisme. Nous devons négocier maintenant pour apporter quelque chose de Dubaï. On a négocié au sommet des 3 bassins. Je veux dire, une négociation de 20h, je crois, à 2h du matin. Ah oui. Avec les Européens, avec le fonds Bezos, avec les Américains. Pour leur dire que nous voulons ces fonds chez nous ou rien. Le président ne veut plus de fonds virtuels. Et c'est ce que malheureusement on a encore maintenant jusqu'à des fonds virtuels. Donc, à un moment donné, on ça va se passer, excusez-moi, mais c'est ce que me suivent à la maison vont dire, mais Stéphanie Mbombo, c'est une mine d'or, c'est tellement important qu'il nous faut cette maîtrise de ces domaines. Il faut absolument que chaque portefeuille s'aligne. Il faudrait que les infrastructures s'alignent. Il faudrait que l'agriculture s'aligne. Un exemple, bientôt là en 2025, je crois, nous ne pourrons plus vendre nos cacao à l'espace européen si nous n'avons pas prouvé que nous les avons plantés sous couvert. Alors que l'ONAPAC, tout son budget, c'est le cacao de Béni. Oui. Si vous fermez Béni, l'ONAPAC disparaît. 80% du budget vient de Béni, le cacao de Béni. Le cacao, il y a une compagnie à Béni qui est Esco Kivu, qui fait 200 millions de dollars par an
en vendant le cacao. Le cacao congolais. Ici chez nous. Oui. On produit le cacao comme la Côte d'Ivoire, le Ghana et tout ça. Oui, nous avons besoin peut-être de dépasser la Côte d'Ivoire si nous les laissons travailler normalement parce qu'il y a trop de tracasseries administratives et tout ça. C'est pour ça qu'on fait la guerre là-bas. On pense qu'il y a des minéraux, mais il y a aussi du cacao. La Côte d'Ivoire commence à perdre même en cacao. Nous pouvons prendre le relève en cacao. C'est à l'est et ici dans les bas Congo. Mais si nous n'avons pas transité notre façon de cultiver le cacao, c'est-à-dire le faire sous couvert, oui. Qu'on fasse une avec des serres, avec les arbres oui. au-dessus, les cacao, en bas, on ne pourra plus les vendre. Il faut que le ministère de l'Agriculture prenne conscience de l'économie du climat, comment transiter. Je vois la transition écologique. Donc chaque portefeuille de l'État doit s'organiser, doit avoir un expert en climat pour que dans son portefeuille, qu'il puisse vérifier de sorte qu'il respecte la Constitution nationale des carnets de l'État. Dans chaque ministère doit y avoir un expert en climat. Un expert en climat et aussi au niveau de la primature. Pour montrer l'adéquation qu'il doit avoir entre ce qui est fait et les contraintes. Et les contraintes au niveau national. Bientôt, nous allons commencer aussi de pluie. Il y aura des impacts énormes. On devait déjà prendre aussi des dispositions, par exemple, pour éviter que les gens ne meurent. Les gens qui sont dans des zones à haut risque ont le droit d'être informés. Si si moi j'habite à Ngaba, je sais que j'habite dans un quartier où quand il pleut, je suis inondé. Mais si j'ai reçu un SMS de la Métésat, aujourd'hui, il va pleuvoir autant, vous devez... Comme ça se fait dans des pays normaux. Les lieux où ne plus venir, on est capable de le faire. On est capable de le faire. Avec la maîtrise de la météo et tout ça. La maîtrise de la météo, on est capable de le faire. Par exemple, pour éviter que les gens zones meurent. comme ça, où il suffit seulement qu'il pleuve, Kingabois, ça déborde. Ça déborde, oui. Donc nous devons être capables, ce n'est pas Dieu qui les tue. Quand je fais des leçons sur le terrain, ils disent que c'est Dieu, ce n'est pas Dieu. En fait, nous devons prendre des précautions pour éviter des morts dans l'inondation. On peut le faire par le renseigner, on peut le faire à l'époque quand j'étais envoyé spécial, j'ai réuni toutes les compagnies de télécommunications, Vodacom, Celtel, Orange, Airtel, ils étaient tous d'accord pour prévenir avec des SMS gratuits. Alors, il fallait... Vous avez obtenu ça? Oui, j'ai obtenu ça, ils étaient tous d'accord, leur accord. Il fallait maintenant que l'autorité de régulation de la télécommunication ne puisse pas les taxer comme des SMS commerciaux. Oui, ce sont des SMS humanitaires pour prévenir les gens. Il y a beaucoup de choses dans le climat qu'on doit faire et que le partenaire voie quels sont les efforts qu'on fait pour nous protéger la communauté pour qu'ils s'alignent avec nous. Alors, il y aura la prochaine COP, ce sera au mois de novembre, COP. Est-ce qu'on le prépare maintenant? C'est vrai que vous avez fini vos fonctions auprès de chef d'État il n'y a pas longtemps, mais est-ce que, en tant que Congolais cette fois-ci, en tant que spécialiste en la matière, qu'est-ce qui serait mieux de faire pour que le prochain rendez-vous du climat, qu'on soit quand même avec des dossiers tout prêts, avec des réformes, et puis qu'on puisse envoyer des équipes qui peuvent aller négocier d'une manière optimale? Nous avons de bons experts congolais dans le son des climats, ici en RDC, mais nous ne les valorisons pas. Ils sont là dans des ministères de poussière, dans des bâtiments qu'on ne suit pas. Nous devons tous essayer de les identifier et qu'ils puissent, eux, former à leur tour tous les membres du gouvernement qui viennent à peine dans ton gouvernement. Tous les membres qui connaissent la dimension. Du gouvernement devaient déjà, à ces moments-ci, être formés dans le domaine climatique. Parce que les négociations, ça ne se passe pas là-bas. Ce n'est pas des réunions à la COP qui amènent des résultats. Des réunions qui amènent des résultats, c'est des réunions avant la COP. Des réunions qui se font déjà à Bonn, au mois de juin. C'est ça les grandes négociations, des experts qui sont là, qui négocient déjà. Et c'est là où nous, on n'était déjà pas là. C'est là où la RDC n'a pas envoyé une équipe forte, n'a pas envoyé des gens formés pour le faire. Bon, on va maintenant aller à la COP. Donc les pré-réunions, où les décisions, etc. Nous n'étions pas très bien représentés. Parce que nos spécialistes ne sont pas envoyés. Ils ne sont pas envoyés. Et puis les cabinets aussi, on a un problème. Parce que quand les cabinets viennent, les ministres envoient les experts de leur cabinet. Et puis quand les cabinets passent, les experts partent avec eux. Alors nous devons, renforcer l'administration. Avec des historiques. Il faudrait que le ministre de la Fonction publique puisse avoir cette politique de renforcer l'administration publique dans cette autre climat, de sorte qu'on ait au niveau de l'administration, chaque expert climat, dans chaque portefeuille de l'État clé dont on a besoin pour négocier le bail, y compris la Banque centrale de notre pays. La Banque centrale doit avoir des experts dans la négociation de crédit carbone. Parce que ça fait entrer de l'argent. Ça doit entrer de l'argent. Comment le faire entrer et comment
Comment le faire entrer? Nous négocions, par exemple, des prêts avec la FMI. Oui. Nous ne pouvons pas négocier le prêt au niveau du climat. C'est scandaleux que les pays comme nous, qui est un pays solution, comme vous le dites, Oui. qui est la réponse au monde dans le domaine écologique, domaine minéraire, stratégique, dans tout le domaine, que nous puissions emprunter à la FMI des milliards de dollars avec 4% de taux d'intérêt. C'est scandaleux. C'est énorme. Parce que nous ratons un agenda. Si nous avons un seul projet dans le Mayendombe qui a donné 100 millions de dollars sur 300 000 hectares, les RDC a 150 millions d'hectares de forêts qu'on peut exploiter. Combien on peut avoir? C'est qu'on met dans la balance ce que nous avons. Besoin. Nous levons le fond. On n'a pas besoin d'aller voir le FMI, la Banque mondiale. Rien que dans le clean cooking. Oui. Si nous régulons bien ce domaine, nous pouvons avoir des milliards sans pour autant Juste pour emprunter. les réchauds pour manger. Non. Enfin, pour Le préparer à débat manger. que nous devons avoir maintenant avec la Banque mondiale, le Oui. FMI, c'est diminuer notre dette en contrepartie de nos compensations financières. S'ils ne peuvent pas nous Par payer exemple. ce que nous avons, qu'ils diminuent même nos dettes. Pourquoi on doit encore s'endetter avec eux? Il n'y a pas de sens. Donc, tout ça, ce sont des experts qui doivent former le membre du gouvernement pour leur dire, voici ce que nous sommes, voici comment on peut négocier, voici comment on peut négocier. Et ça, il faut des gens qui ont appris, qui connaissent et qui vont former les nouveaux. Mais il y a aujourd'hui dans les universités, et je me rappelle bien, beaucoup de filières maintenant qui forment à la nouvelle économie du climat. Oui. Des ingénieurs, le des président, environnementalistes, de ceux qui font du marketing environnemental. Tout ça, on devait intégrer ça dans notre système éducatif ici. On devait. Ça, c'est vraiment aussi le projet que nous avions à Oui. travers l'Institut de l'économie du climat qui va travailler avec toutes les C'était déjà institutions. prévu d'avoir un Oui, institut ici. oui, l'Institut financé par le Bezos Earth Fund, nous devions normalement collaborer avec toutes les universités de la RDC, collaborer avec toutes les institutions scientifiques qui existent, qui travaillent dans le domaine du climat, sans pour autant se coordonner. Je suis comment on appelle ça, à Kisangani, là-bas, à Chopo, Oui. avec Yangami. Oui. Je ne sais pas. Il y a les recherches là-bas, on fait agronomique. Oui, je ne sais pas ce que l'université de Kinshasa est en train de faire. Il n'y a aucune communication, aucune cohérence. Je ne sais pas ce que le département d'environnement de Lubumbashi fait dans le domaine de recherche dans le domaine de l'environnement, alors que c'est une province qui est très minière Oui. et qui subit des impacts à plein fouet de la population. Oui, avec des dans la mine. régés, Mais nous ne sommes pas au courant. avec Mais alors, nous ne sommes pas au courant de ce ces qui se fait. stockages des acides et tout Voilà. ça. Alors, nous ne savons pas ce qui fait quoi. L'idée de l'Institut, une des visions, c'était qu'on puisse réunir tous ces chercheurs-là autour d'une seule institution pour qu'on discute comment on développe le pays. Et Alors, ça, mais pas alors, seulement au niveau du justement, Congo, madame, mais au niveau du bassin du Congo. Et c'est l'Institut de l'économie du climat Oui. est un outil qui va nous redonner le leadership congolais au sein du bassin du Congo. Parce que nous avons 62% du bassin du Congo, mais le leadership en la matière, nous nous battons encore pour l'avoir, le fait d'avoir été absent pendant tout un temps. Cet institut peut nous donner même le leadership aussi de communication avec d'autres pays du bassin du Congo pour que nous puissions avoir un même langage, nous puissions savoir comment est-ce qu'eux, ils ont fait mieux, ce que nous, on peut mieux faire. Pour votre information, j'avais même à l'époque, en son temps, utilisé l'expertise de M. Lee White, qui était le ministre gabonais de l'environnement pendant tout un temps. Oui. Il a accepté, le chef de l'État C'était un blanc. l'avait autorisé, Oui, absolument. un Britannique. Un Britannique Oui. qui est un expert en la matière. Moi, en tant que Congolais, je viens d'arriver, j'ai besoin de savoir comment est-ce que ceux qui ont excellé, ils ont fait quoi. Et ils ont fait... les Gabon avec Voilà, notamment ils ont fait Malaisie comment? et tous ces pays. Lee White avait Oui. accepté de nous prêter son expertise. Pendant tout au long de mon mandat d'envoyé spécial, Lee White était toujours disponible pour vous étiez discuter, en contact pour avec lui, voir vous travaillez ensemble, comment on etc. peut travailler ensemble. Il a participé à nos forums économiques, il était présent. Donc c'est comme ça que nous pouvons travailler avec les bassins du Congo. Nous sommes un pays grand. Si nous voulons dire qu'on est grand, les autres vont nous attaquer en la matière. Mais il faut simplement trouver un tuyau à lequel eux n'y sont pas pour une nouvelle économie du climat et travailler, créer un leadership en la matière. Comme ça, eux viendront vers nous pour qu'on puisse travailler ensemble. Et c'est comme ça qu'on reprend le terrain en la matière. Alors aujourd'hui, on a fait suffisamment un peu de temps et on a donné beaucoup d'éducation à faire, d'apprentissage à ceux qui nous suivent et les gens vous admirent pour cela. Par où on doit commencer? Est-ce que c'est l'État? Est-ce que c'est l'enseignement? Est-ce que c'est nous, la presse, les journalistes, qui doivent apprendre que nous passons à côté des choses tellement importantes, tellement enrichissantes, qu'on risque de tomber encore dans un retard? Absolument. La nouvelle économie du climat, comme on dit, c'est faire du business avec un esprit de prochaines générations.
avec un esprit de protection. C'est ça les affaires dans le nouvel économie du climat. Quand vous transformez le plastique en énergie renouvelable, vous nettoyez la planète pour vos enfants et vos petits-enfants. Voilà pourquoi vous avez vu, quand j'étais à New York, l'illustration, j'avais ramené ma fille qui a 7 ans à la conférence pour montrer que... Pour qu'elle comprenne les enjeux. Oui, pour que les hommes d'affaires américains qui polluent le plus dans le monde, qui avaient tous pris déjà pour venir assister à cet événement et voir en face de 2 présidents qui étaient sur les de 2 présidents, le président Tshisekedi et le président Sassou qui étaient venus l'appuyer. Vous voyez que j'ai ramené un enfant pour prouver que si nous sommes là, si le président de la République était là, ce n'était pas pour lui, c'est pour ses enfants. C'est ça. C'est quelque chose qui tient dans l'âme. Il faut être passionné, il faut aimer ça avant. Et après, maintenant, il faut structurer les domaines. Il faut d'abord que nous puissions voter, sortir de lois maintenant là, qui vont structurer les marchés carbone, créer le registre carbone, en faire un marché de haute intégrité. Et à part ça, maintenant, commencer à structurer, avoir des experts dans chaque département, chaque portefeuille de l'État, pour que chaque ministère s'aligne au domaine du climat, du carbone, et à l'université, inciter les étudiants à faire des recherches sur le marché carbone, et je le faisais déjà. Et d'ailleurs, bientôt, je suis aussi invitée à l'UNIKIN pour donner une conférence pour que les étudiants embrassent l'idée et commencent à y travailler. Il y a des masters maintenant. Il y a des masters en environnement, mais c'est toujours la protection. Mais l'aspect économique, moi, je suis argent dans le marché mais bien carbone. évidemment, je veux bien protéger la planète, sans argent, mais l'argent, c'est ça qui fait tourner le monde. Les Bezos et tout ça. Voilà. Vous nous payez quoi en retour? Alors, c'est ça, c'était l'aspect, parce que c'est là qu'il y aura l'économie durable. L'économie durable va nous aider à protéger encore mieux nos forêts que si nous ne transitons pas. Il faut d'abord faire ces marchés carbone, un marché de haute intégrité et un marché transparent. Et puis de deux, il faudrait maintenant qu'on puisse créer des mesures incitatives pour que le businessman, le monde des affaires congolais transite et aille à l'économie beaucoup plus verte, parce que ce n'est pas le cas pour l'instant. Pour que les mines transitent, pour que l'énergie transite, nous devons créer des mesures incitatives au niveau fiscal. Je me rappelle à l'époque, en tant que ministre délégué de l'économie du climat, j'ai eu une discussion d'au moins plus de 30 minutes avec le ministre des Finances actuel, pour qui j'ai beaucoup d'estime. Popo lui dit qu'il allait être sur ma ligne de mire, parce qu'on doit détaxer tous ces taxes environnementales. Il y en a plein de taxes environnementales qu'on ne contrôle même pas. Mais si on essaie de restructurer, de diminuer ces taxes et imposer aux compagnies minières d'acheter les crédits carbone, on gagnera plus d'argent. C'est ce que l'État va perdre. Et les compagnies minières savent qu'on les taxe pas suffisamment. Alors, on n'est pas ce que l'État va perdre en taxe, il va les gagner en marché carbone. Le marché carbone coûtera beaucoup plus cher que la taxe que les compagnies minières payent maintenant à l'environnement. Encore faut-il qu'ils payent. La plupart justifient. La plupart, la traçabilité des taxes est encore un problème au niveau des RDC. Alors, madame, je ne vous laisserai pas partir sans parler quand même un tout petit peu de votre parti politique, parce que vous avez un parti politique qui n'est pas écologique, hein? Non, c'est un parti libéral. Moi, je suis réformateur. Voilà pourquoi nous voulons réformer le secteur de l'environnement, le secteur du climat, pour que nous puissions avoir plus... Quelles sont les dernières actualités de votre parti? Comment vous voyez? Notre parti a eu une belle expérience des élections. Des post-électorales. Elle a apprise et elle s'aligne vraiment de façon agressive pour 2028. Nous avons beaucoup d'adhésions, nous avons beaucoup d'intérêts, nous avons beaucoup d'alliances aussi qui viennent. Et nous sommes vraiment prêts pour la campagne 2028. Nous nous battons petit à petit au niveau de nos provinces et tout le reste. Nous aurons bientôt une matinée politique pour discuter des enjeux de l'heure. L'actualité actuelle, certains parlent de cohésion nationale, d'autres parlent de dialogue. On va où et comment? On ne veut pas tomber encore dans ce qui s'est passé avec la première version de l'Union sacrée, où on a vu que tout au long d'un navire, certains chats se sont échappés, pour ne pas dire, j'aime pas trop le rat qui quitte le navire. Mais nous ne voulons pas que ça soit cette cohésion dont ils en parlent, que ça ne soit pas une cohésion qui vienne leur positionner pour 2 ans plus tard pour préparer la propre campagne et partir. Nous voulons, cette campagne de la République l'a voulu, ces mandats est un mandat de consolidation des acquis. Donc tout
acteur politique qui voudrait venir maintenant doit venir consolider ce que nous sommes en train de faire, ce qui était déjà fait au premier mandat et ce que nous allons consolider au second mandat. Mais qu'ils ne viennent pas pour penser que c'est eux qui viendront, les sapeurs-pompiers de l'instant, c'est préparer eux-mêmes pour sortir en douce vers décembre 2026 et nous laisser encore un bilan, un bilan mitigeux. De les prévenir de ça. Oui, on ne veut pas des bilans mitigeux parce que ça retombera sur nous. Moi, Stéphanie Mombo, quel que soit ce que je vais faire, dans le gouvernement, dans la présidence ou nulle part, ou au niveau des experts. Ou là où les chefs d'État voudraient que je fasse, ou même si je ne suis pas dans le gouvernement, même si je ne suis pas dans la présidence, le mandat du président de la République ici retombera toujours sur nous. Vous allez m'appeler ici 10 ans plus tard, vous dire, vous étiez là où vous avez. Et on va faire le bilan. Alors nous voulons, maintenant là, nous tenons à ces bilans. Nous tenons farouchement à l'héritage. Parce que c'est la population qui en a besoin. Et là, on ne blague pas. On sera vigilant et on va bien voir comment les choses se passent pour que ces pays aillent de l'avant. Merci beaucoup. C'était un bonheur de vous recevoir parce que vous savez, très souvent on dit, bon, les femmes politiques congolaises, elles ne sont pas compétentes. Là, vous étiez une technicienne, experte. Absolument. Et on souhaiterait d'ailleurs que les grandes décisions, les bonnes décisions, les choix stratégiques soient faits sur des personnes comme ça. Parce qu'effectivement, le pays ne peut avancer qu'avec des niches, pas seulement les mines, pas seulement les taxes, mais sur des choses réelles qui nécessitent un peu de réflexion, un peu de perspective. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Et cette émission est déjà en direct, comme vous le savez, disponible sur toutes les plateformes. Commentez, coupez les morceaux qui vous intéressent. Très prochainement, on va encore la recevoir. À très bientôt. Merci. Merci à vous.